Bonjour à toutes et tous. Suite et fin du cours d'induction numéro 1 sur la force de Laplace et le moment ici des forces de Laplace. Donc pour l'instant ce qu'on a vu, on a vu que les champs magnétiques avaient une influence sur le mouvement des circuits par l'intermédiaire de la force de Laplace qui dépendait de l'intensité et de l'intensité du courant, de son sens et du champ magnétique et de son sens aussi. Et on va voir finalement que les forces qui s'exercent sur un circuit peuvent aussi avoir une influence sur la rotation même du circuit. Alors, ici on va définir ce qu'on appelle le couple magnétique qui s'exerce sur un circuit, qui vaut le moment magnétique de ce circuit. Alors ça on l'a défini un petit peu plus tôt. Le moment magnétique du circuit ce sera I, le vecteur surface S associé. Donc ici, on sait que pour un circuit fermé, eh bien, on va pouvoir définir un moment magnétique et on va aussi parler de couple, car on sait que la force de Laplace sur un circuit fermé vaudra l'intégrale d'un point de départ au même point de départ de I dl vectoriel B. Si j'intègre une fonction d'un point au même point, eh bien je finis par obtenir un vecteur nul. Donc ici, j'ai la résultante des forces de Laplace qui est nulle sur un circuit fermé. Et donc je vais avoir le couple magnétique, donc moment, on le rappelle, d'un ensemble de forces de résultant nul, qui va être égal au moment magnétique du circuit vectoriel, le champ magnétique B, dans lequel on a plongé le circuit. Donc ici, premier constat sur ce qu'on appelle le couple des actions de Laplace, eh bien c'est que le couple va tendre à aligner le moment magnétique d'un circuit sur le champ magnétique. Alors, moment magnétique d'un circuit ou d'un aimant permanent. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? On sait que le couple vaut le moment magnétique vectoriel B. Alors, on va essayer de se représenter la situation. On va supposer qu'on a un champ magnétique B qui va être par exemple collinaire à l'axe des X. Oula. Ne nous emballons pas. Hop. Donc je positionne ici un champ magnétique. Puis je positionne dans ce champ magnétique un moment magnétique et je repère par θ l'angle entre le moment magnétique et le champ magnétique. Comme je sais que je vais travailler avec des produits vectoriels, je place un axe des X, un axe des Y, un axe des Z, les trois formant, via leur vecteur unitaire, une base orthonormée directe. Je sais ensuite que, eh bien, le couple de la force de Laplace, ce sera M, alors ici je vais utiliser une base polaire, MER, vectoriel, BEX. Si je positionne, alors, ici, la base mobile ER, Eθ. Et on va rappeler que ER, on peut l'exprimer très simplement dans la base EXEY. Je vais avoir cos θ EX plus sinus θ EY. Donc ça, c'est ici la base cylindrique qui est utilisée. Alors ça va être intéressant parce qu'ici, en gros, je sais que si j'ai un moment magnétique associé à un circuit fermé, bon, ça va être le cas pour que je puisse calculer un moment magnétique et définir un vecteur surface, je sais que la force de Laplace va avoir une résultante nulle, donc je sais finalement que le centre d'inertie du circuit sera immobile,
Et donc, je sais que j'aurai simplement un mouvement de rotation du circuit autour d'un axe à étudier. Donc ici, le moment de la force, le moment associé aux forces de Laplace, donc le couple de Laplace, on sait qu'il vaudra. Alors j'ai cos θ EX plus sin θ EY vectoriel EX, donc ça me fait moins M B sinus θ sur EZ. Donc là j'ai obtenu le couple de Laplace que je vais maintenant essayer de commenter physiquement. Alors ici je sais que le couple de Laplace, avec M compté positivement, B compté positivement, a une allure voisine de moins sin θ en projection sur l'axe des Z. Alors qu'est-ce que ça va signifier? Alors, je vais reprendre un axe un petit peu décalé. Je vais prendre l'axe ici. Je vais la placer ici plus MB, ici moins MB. Donc je vois que quand θ égale 0, ici, le moment vaut 0. Ok. Donc ça veut dire ici que finalement, quand M est aligné sur B, le couple est nul. Je vais retrouver cette même annulation en θ qui vaudra moins pi ou θ qui vaudra plus pi. Je vais maintenant tracer l'allure de la fonction attendue. Alors, comme j'ai une fonction en moins sinus θ, eh bien, je sais que je vais avoir une configuration de ce type. Hop. Alors, maintenant, je vais essayer de commenter ce qui s'est passé, ce qui se passe ici. Alors, qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate que si je pars de θ égale 0, qui est une position d'équilibre, car le couple est nul, et que j'essaye d'augmenter θ, donc si j'essaye d'augmenter θ, je me retrouve dans une zone où le couple est négatif. Si le couple est négatif quand θ augmente, ça veut dire que le couple ramène M à θ égale 0. Si θ diminue à partir de θ égale 0, le couple sera positif et je vais encore avoir une fois le moment magnétique qui va être ramené sur la position θ égale 0. Donc là, qu'est-ce que j'ai commenté? J'ai commenté la zone hachurée ici. Donc on voit ici que la position θ égale 0 est une position d'équilibre stable. Si maintenant je prends θ qui vaut plus ou moins pi, à l'état initial, qu'est-ce que je vais constater? Alors θ égale plus ou moins pi, hop, je vais me retrouver ici ou ici. Eh bien je constate, pour θ qui vaut, alors là je vais commenter le cas plus pi par exemple, je constate que si θ augmente en partant de pi,
le couple prend une valeur positive. Donc ça veut dire que le couple chasse le moment magnétique de θ égale pi. Si θ diminue à partir de θ égale pi, j'ai un couple qui devient négatif. Donc, encore une fois, je chasse le moment magnétique de la position θ égale pi. Donc ça signifie que les positions θ qui valent plus ou moins pi, vous voyez ici, finalement j'ai une symétrie entre les deux cas, sont des positions instables, là où la position θ égale 0 est une position stable. Alors si je le représente graphiquement, ces positions, eh bien je vois que si j'ai le champ magnétique B avec même direction et même sens que le moment magnétique, j'ai une position d'équilibre stable, la position d'équilibre devient instable si M est de même direction et de sens opposé à B. Donc ici, j'ai équilibre stable avec M et B dans le même sens. J'ai un équilibre instable avec M et B dans des sens opposés. Sachant que l'équilibre est lui obtenu à condition que M et B soient alignés. Alors, maintenant je vais essayer de réfléchir un petit peu à l'utilisation de quelque chose d'assez courant quand on veut s'orienter dans l'espace, une boussole. Alors une boussole, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, vous pouvez faire l'expérience chez vous si vous avez non pas une mais deux boussoles. Vous choisissez une première boussole avec un pôle nord, un pôle sud. Donc là, c'est comme si je vous disais de faire une sorte de... ou même vous prenez n'importe quel aimant, ça va fonctionner aussi. Une deuxième boussole, avec là aussi son pôle nord et son pôle sud. Eh bien, vous constatez une chose déjà sur l'utilisation d'une boussole, c'est que dans le champ magnétique terrestre, eh bien, les boussoles vont toujours s'orienter le long des lignes de champ magnétique. Et si on va un petit peu plus loin, on va dire que le nord magnétique des boussoles que vous utilisez indique le nord géographique. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Si le nord magnétique de la boussole indique le nord géographique, eh bien ça veut dire que la Terre se comporte elle-même comme une sorte de gros aimant, avec un pôle nord et un pôle sud. Alors, concernant la Terre, ce qui va être subtil, c'est que l'on a dit que la position d'équilibre stable d'un aimant se faisait lorsque le moment magnétique M, donc ici le moment magnétique M d'une boussole, il irait du pôle sud au pôle nord,
s'alignait sur le champ magnétique. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le champ magnétique terrestre est orienté du sud vers le nord. Et donc, si le champ magnétique terrestre est orienté du sud vers le nord, parce que les moments magnétiques des boussoles sont eux-mêmes orientés du sud vers le nord, eh bien, ça signifie que ce qu'on appelle le nord géographique de la Terre vers lequel pointent toutes les boussoles, c'est en réalité le pôle sud de l'aimant constitué par la Terre. Donc, c'est-à-dire finalement que les lignes de champ magnétique y entrent. Donc ça, c'est quelque chose de très subtil ici. Le nord géographique de la Terre est le point de convergence de toutes les lignes de champ magnétique. Donc ce qu'on appelle le nord géographique, ou parfois le pôle nord magnétique, c'est le pôle sud de l'aimant que l'on assimilerait à la Terre. Alors, qu'est-ce qui se passerait avec non plus une, mais deux boussoles? Eh bien, ici, chaque boussole crée son propre champ magnétique, orienté sur M, avec les lignes de champ qui sortent du nord et qui rentrent sur le sud. Donc si on met deux boussoles côte à côte, on a deux possibilités d'équilibre stable. Ici, on a équilibre stable avec le nord d'une boussole qui se trouve au plus proche du sud de l'autre boussole. Donc ça, c'est un premier équilibre stable possible. Et on peut envisager aussi, en plus de cette configuration qu'on va appeler la configuration 1, la configuration 2 opposée. Et dans la configuration 2 opposée, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, on aurait le sud magnétique des deux boussoles et le nord magnétique des deux boussoles qui seraient inversés. Et ce qui est intéressant en fait avec un système à deux boussoles, c'est qu'on va avoir un système qui va avoir un comportement qu'on va appeler chaotique. Alors chaotique pourquoi? Parce qu'en fonction de l'angle de départ entre les deux boussoles, on va faire la bascule entre l'une ou l'autre des positions d'équilibre, et ce système va être hypersensible aux conditions initiales. Et donc c'est ce qu'on va appeler une sorte de système chaotique déterministe. C'est-à-dire qu'a priori, on connaît les équations qui vont amener le système vers son état final, et on sera a priori capable plus ou moins de les résoudre. Mais ce système est tellement sensible aux conditions initiales qu'on n'aura pas les moyens technologiques de faire la mesure qui va nous permettre de dire, dans certains cas, si le système bascule sur une position d'équilibre ou l'autre. Et donc ça va être un système qu'on va appeler un système chaotique déterministe. Alors, donc ici, on a un petit peu détaillé le comportement des boussoles. Maintenant, on va revenir sur quelque chose d'un petit peu plus formel, avec la puissance du couple magnétique. Alors, une chose dont il faut se rappeler, qu'on a vu il y a quelque temps déjà, c'est que si on veut la puissance associée au moment d'une force, eh bien, il faut multiplier le moment de cette force par la vitesse angulaire de rotation du solide qui va tourner. Alors, ce résultat, d'où est-ce qu'il vient? On va se rappeler d'un résultat plus ancien qui concerne le théorème de l'énergie cinétique. On sait que pour un solide en rotation, l'énergie cinétique vaut la moitié du moment d'inertie fois la vitesse angulaire de rotation que j'élève au carré. Et je sais que pour un solide en rotation, J fois oméga point, autrement dit J fois θ point point, vaut la somme des moments des forces.
Donc ici, on va juste travailler avec le couple gamma L pour simplifier un petit peu tout ceci. Et donc le théorème du moment cinétique nous dit que DEC sur DT vaut D sur DT de 1,5 de J oméga carré, ce qui fait J oméga oméga point. Et on sait que J oméga oméga point, ça nous fait gamma L, le moment magnétique de la force de la place, fois la vitesse angulaire. Donc vous voyez comment rapidement, grâce au théorème de l'énergie cinétique, à la définition de l'énergie cinétique d'un solide en rotation, et au théorème du moment cinétique, eh bien on retombe sur le résultat de la puissance du couple magnétique. Donc ici, on rappelle que pour démontrer ce résultat, on a besoin du théorème du moment cinétique, et on a besoin eh bien de la définition de l'énergie cinétique, donc théorème de la puissance cinétique également. Alors, ici, ce qu'on va faire maintenant, on va non pas démontrer, mais on va mettre en évidence sur un cas simple le fait que la résultante des forces de Laplace est nulle quand on a un circuit fermé, et mettre en évidence eh bien, l'expression du moment magnétique, du couple magnétique, on peut dire, qui a été donné ici. Alors, pour cela, on va se baser sur un exemple où on considère une spire de forme rectangulaire fermée dans laquelle on fait passer un courant d'intensité I. Et on va essayer de voir eh bien, que sous l'effet des forces de Laplace créées par un champ magnétique B extérieur constant, la spire va simplement tourner autour de l'axe delta. Donc pour cela, eh bien, on va calculer toutes les forces de Laplace, F1, F2, F3, F4, qui s'exercent sur chaque sous-partie de la spire qui va se comporter comme un conducteur filiforme. Donc ici, je vais appeler P, Q, R et S les 3 points extrêmes du cadre, et je vais appeler M1, M2, M3 et M4 les 4 milieux des conducteurs filiformes constituant la spire. Ici, alpha, ce sera l'angle entre le vecteur surface S de la spire, donc ici, tel que norme de S vaut A fois B, et le champ magnétique B. Alors, là, vous voyez, il y a une vue de dessus pour compléter un petit peu le tout. Alors, on va paramétrer maintenant le mouvement du système, et pour cela, on va se doter d'axes. Alors, comme on sait que B est fixe, eh bien, on va paramétrer tout le mouvement en fixant B sur l'axe des X. Ce faisant, on va avoir l'axe des Y ici, et l'axe delta associé à la rotation va devenir l'axe des Z. À ce moment-là, je peux associer la base mobile ER, Eθ que je fixe ici au point P et qui va représenter la rotation du cadre autour de l'axe que je vais suivre par l'angle θ. Alors, maintenant que ceci est fait, eh bien je vais me proposer de calculer les forces de Laplace exercées sur chacun des composants du cadre. Donc le composant PQ, QR, RS et SP. Alors, la force de Laplace exercée sur PQ, ce sera I, PQ, parce qu'on voit que l'intensité va de P à Q, vectorielle,
B. Alors PQ, comment est-ce que je peux l'exprimer? Eh bien PQ, je vois que sur la vue du dessus, ici, j'ai une longueur A sur ER. Donc PQ, ce sera moins IA ER, vectoriel B, EX. Alors, ER vectoriel EX, on va rappeler directement la décomposition de ER et Eθ dans la base cartésienne. Donc ER, ce sera cos θ EX plus sinus θ EY. Eθ, ce sera en projection donc cos θ EY moins sinus θ EX. Donc ici, le produit vectoriel FLPQ, qui vaudra finalement la norme, la force nommée F1 ici, eh bien ça va me donner une force qui vaudra moins IAB, et ensuite ER vectoriel EX, eh bien je sais que ça va me donner sinus θ EY, vectoriel BEX, donc plus IAB, sinus θ, sur EZ. J'ai calculé la première force. Donc là, je peux vérifier rapidement avec la règle des 3 doigts de la main droite. F, B, I. Donc je sais ici que si j'associe à B l'index à I, le pouce, je vais bien trouver une force selon plus EZ. Alors, derrière, j'ai une relation que je peux faire entre alpha et θ. On va remarquer que ici, alpha, c'est pi sur 2 moins θ. Donc si j'obtiens plus IAB sinus θ EZ, j'obtiens plus IAB cos alpha EZ. Donc là, j'ai obtenu la force F1. Alors, par argument de symétrie, je vois que pour la force exercée sur RS, la seule chose qui va changer, c'est le sens du courant. Donc je vais pouvoir calculer très rapidement la force exercée sur RS qui vaudra moins F1, qui vaudra donc F3. Donc ici, je suis en train de dire que F3 vaudra moins IAB cosinus alpha EZ. Donc là, pour l'instant, j'ai déterminé les forces exercées sur M1 et M3. Maintenant, je vais me focaliser sur les forces exercées sur M2 et M4. Et l'argument de symétrie que j'avais sur M1 et M3 va rester valide. Donc la force exercée sur le tronçon 2, donc la force exercée sur QR, on sait que ce sera IQR, car l'intensité va dans le sens du vecteur QR, vectoriel B, qui vaudra la force indicée par 2 sur le schéma. Alors ici, QR, je sais que c'est... Mince, je me suis trompé entre A et B. Alors ici, on corrige, la largeur du cadre, c'est B. Hop, j'ai fait une petite erreur. Ok. Vous voyez, cette distance-là, c'est la distance B. Ok, est-ce que ça change ensuite? Non, c'est bon. Alors, ici, QR, on sait que c'est A. Et c'est de longueur A, et on sait que c'est selon moins EZ.
Donc ici, je vais avoir I fois moins A EZ, vectoriel B, qui vaudra BEX. Donc je vais obtenir la force de la place exercée sur QR, qui vaudra moins I AB, et EZ vectoriel EX, ça va me donner EY. Et donc ça, ce sera la force F2. Par symétrie, eh bien, je vais avoir que F4 sera plus IAB EY. Alors ici, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé juste le sens de déplacement de l'intensité. Alors, finalement, quelle résultante est-ce que je veux obtenir? Eh bien, je vois que la force globale exercée, ce sera F1 plus F2, plus F3 plus F4, qui va valoir le vecteur nul. Donc là, j'ai bien dans l'idée, finalement, que l'ensemble des forces générées va simplement permettre un mouvement de rotation du circuit autour d'un axe. Alors, si on regarde plus attentivement, on constate en plus que F1 et F3 vont juste être là pour générer un déplacement le long de l'axe de rotation, et elles vont se compenser 2 à 2. Donc on va avoir F2 et F4 qui vont créer le mouvement de rotation autour de l'axe. Vous voyez, F1 et F3, finalement, on va avoir une qui tire le long d'un axe vers le haut, l'autre qui tire le long du même axe vers le bas. Les deux vont simplement se compenser. Alors que F2 et F4, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont pousser et tirer autour d'un axe. Donc là, il faut imaginer ce que vous faites quand vous êtes en train de tourner un volant dans une voiture. D'un côté, vous tirez le volant vers le bas, de l'autre, vous le tirez vers le haut. Vous provoquez la rotation du volant autour de l'axe. Donc F2 et F4 seront les forces qui vont créer la rotation. Leur résultante est nulle, par symétrie, leur moment va être non nul. Et on va se proposer ici de calculer le moment de la force de la place exercée sur chaque tronçon, puis le couple de la place résultant. Alors, ici pour le moment de la force de la place, on va calculer tous les moments par rapport au point O, qui est le point central ici du cadre. Alors, le moment par rapport à O de F1 ici, on voit que ce sera OM1 vectoriel F1, OM1 vectoriel F1, les deux sont collinaires, on va obtenir le vecteur nul. Très vite, on va trouver le même résultat pour le moment par rapport à O de F3. OM3 vectoriel F3 qui va donner le vecteur nul. Donc ici, on peut conclure que ces forces-là, F1 et F3, ne créent pas de rotation autour de l'axe OZ. Alors, il va rester maintenant à calculer le moment par rapport à O de F2 et le moment par rapport à O de F4. Alors, le moment par rapport à O de F2, ce sera OM2 vectoriel F2. Alors, je vais me servir de la vue du dessus. OM2,
ce sera le vecteur de norme moins A sur 2, de norme plus A sur 2, B sur 2, on va y arriver, de norme B sur 2, ici, vous voyez, je vais avoir la distance B sur 2, orientée selon moins ER. Donc, ici, je vais avoir moins IAB EY qui va être multiplié vectoriellement par moins B sur 2 ER. Moins moins plus ER vectoriel EY. Donc ici, ce qui va nous intéresser, nous, c'est le produit vectoriel EX qui va apparaître un cosinus θ ici. Donc j'obtiens le moment par rapport à O de F2 qui va valoir B sur 2 cos θ fois I fois A fois B sur EZ. Si je calcule le moment par rapport à O de F4, eh bien je vais obtenir un résultat très semblable, dans le sens où OM4 vectoriel F4 va me donner directement un changement de signe sur OM4, vous voyez, hop, je vais me déplacer le long de ER dans le sens des R croissants, donc ici je vais avoir plus B sur 2 ER, vectoriel, plus IAB EY. Donc là, instantanément, je trouve que le moment par rapport au point O de F4 vaut plus B sur 2 cos θ fois IAB sur EZ. Donc ici je peux dire que autant la résultante des forces était nulle, autant la somme des moments des forces n'est pas nulle. Et j'obtiens justement le moment résultant. Qui vaudra donc le moment par rapport à O des forces de Laplace qui s'exercent sur tout le circuit, qui vaudra IA petit b fois grand B fois cosinus de θ fois UZ. Alors, une chose très importante ici, je constate que eh bien, ce moment est indépendant du choix du point O, finalement. Donc j'ai bien affaire à ce que j'appelle un couple. Donc j'ai associé ici à un ensemble de forces de résultante nulle, un moment non nul qui est indépendant du point de calcul choisi. Donc là, j'ai obtenu le couple des forces de Laplace. Donc il vaudra I fois A fois B fois grand B fois cosinus θ UZ. EZ, pardon, j'ai utilisé EZ avant, je continue à utiliser EZ. C'était pas très habile de ma part de faire la bascule d'une notation à l'autre. Hop, petit E, petit E. Alors, ensuite, eh bien, ce que je vais pouvoir dire, c'est que ce couple, il va pouvoir s'exprimer très simplement en fonction du moment magnétique. En effet, j'ai dit que j'avais gamma L qui valait I fois A fois B fois cosinus θ sur UZ, sur EZ.
Décidément, quand ça ne veut pas. Alors, je vais maintenant exprimer le vecteur surface du circuit. Le vecteur surface du circuit, ici, ce sera S sur, donc autrement dit A fois B sur moins Eθ. Le champ magnétique, on a dit qu'il valait BEX. Et le moment magnétique du circuit, eh bien, il vaut M, qui vaut l'intensité fois le vecteur surface, soit moins IAB Eθ. Alors, ici, si je couple, si je condense toutes les informations obtenues, eh bien, je constate que si je calcule M vectoriel B, j'obtiens moins IAB Eθ vectoriel BEX avec Eθ qui vaut, on le rappelle, on l'a écrit un petit peu plus tôt, cos θ EY moins sin θ EX. Donc ici, je vais avoir moins IAB cos θ EY vectoriel BEX. Donc le signe moins ici va sauter, car EY vectoriel EX fait moins EZ. Donc je vais obtenir que M vectoriel B vaut I fois A fois B fois cosinus θ EZ. Dernière petite remarque que je peux faire, je sais que pi sur 2 moins θ vaut alpha, avec alpha l'angle entre, eh bien ici entre le moment magnétique et B, le champ magnétique. Donc je finis par écrire que le moment des forces de Laplace, couple magnétique, vaut bien IAB cos θ EZ, soit IAB sinus alpha EZ, et IAB sinus alpha EZ, fois grand B, j'ai oublié ça, eh bien ça nous fait finalement le produit vectoriel de M par B. Donc j'ai fini par mettre en évidence que le produit vectoriel du moment magnétique par le champ magnétique dans lequel on plonge le circuit filiforme fermé nous donne le couple associé aux forces de Laplace qui s'exercent sur le circuit. Donc ici, ça n'est pas une démonstration au sens strict, c'est une mise en évidence que le couple de Laplace s'exprime bien sous la forme M vectoriel B. Donc ici, vous allez avoir finalement, si vous faites le calcul complet de toutes les forces de Laplace qui s'exercent sur toutes les sections filiformes du circuit, vous allez finir par obtenir l'expression globale gamma de Laplace qui vaut M vectoriel B. Donc le message de ce type d'exercice ici, c'est que ça ne sert à rien de faire un calcul complètement détaillé de toutes les forces, sauf si celui-ci est demandé. On peut directement utiliser cette définition, à condition à ce moment-là de calculer le moment magnétique du circuit
Et on rappelle que le moment magnétique d'un circuit, c'est l'intensité qui circule dans le circuit fois le vecteur surface associé à ce circuit. Donc si vous pouvez calculer très simplement un vecteur surface, eh bien profitez-en et calculez à ce moment-là très simplement le produit vectoriel de m par b pour étudier la rotation du circuit autour de l'axe. Alors, tout ceci donc va nous permettre maintenant de travailler sur les applications de ces mouvements de rotation. Donc on a vu que le moment magnétique pouvait soit entraîner que le couple magnétique pouvait soit entraîner un moment magnétique en rotation avec un champ, soit au contraire créer des positions d'équilibre stable. Eh bien, on va voir comment tout cela peut être mis en application pour créer finalement des moteurs. Alors, ici, dans l'idée, si on veut créer des moteurs, on va devoir créer un champ magnétique qui va tourner. Et la rotation du champ magnétique va entraîner elle-même la rotation d'un moment magnétique par le biais d'un couple magnétique, c'est-à-dire d'un ensemble de moments associés aux forces de la place. Alors ça fait beaucoup de fois le terme moment. Il faut faire attention ici que, évidemment, le moment magnétique, je l'ai peut-être dit au cours de la vidéo, vous m'en excuserez, le moment magnétique M est fondamentalement différent du moment d'une force et c'est la raison pour laquelle ici on va plutôt parler de couple magnétique. Alors ça, on fait très attention. Alors, ici donc, si on veut créer la rotation d'un aimant permanent ou d'une bobine alimentée par un courant, c'est-à-dire créer la rotation d'un élément de circuit auquel on associe un moment magnétique M, eh bien, le meilleur moyen, c'est de faire tourner un champ magnétique. Alors, faire tourner un champ magnétique, ça veut dire créer un champ magnétique tournant. Est-ce que ça veut dire forcément qu'on va faire tourner des aimants? Évidemment non, il y a plus simple technologiquement que de faire tourner des aimants. Un bon moyen pour créer des champs magnétiques tournants, c'est d'alimenter des bobines d'axes perpendiculaires et d'alimenter celle-ci en ce qu'on appelle une quadrature de phase. Alors quadrature de phase, c'est quelque chose que l'on a vu il y a déjà pas mal de temps. On a vu que la quadrature de phase signifiait qu'il y avait un déphasage sur le cercle trigonométrique d'un quart de tour entre deux signaux, une fois qu'on avait associé les vecteurs de Fresnel à un signal sinusoïdal donné. Et donc là, on va voir quel est l'impact, justement, de cette quadrature de phase si on positionne deux bobines en leur associant des intensités électriques en quadrature de phase. Alors ici, je positionne une bobine de cette manière et je crée un champ magnétique B le long de l'axe de la bobine. Alors là, je vais créer un champ magnétique B ici. Donc là, ce sera la bobine, par exemple, numéro 2, qui va servir à créer le champ magnétique 2. Et en respectant la règle de la main droite, eh bien, en vue du dessus, je vois que l'intensité sur cette bobine, I2, elle va aller de gauche à droite. Je vais superposer à ce champ magnétique le champ magnétique créé par une bobine I1, parcouru par I1, disposé perpendiculairement à la seconde bobine. Ok, et donc là, si je veux créer un champ magnétique B1 qui va vers la droite, il faut que I aille vers le bas, d'après la règle de la main droite. Sur le schéma vu du dessus. Donc là, j'ai deux bobines, un axe principal constitué par l'axe des X pour la bobine 1,
un axe principal constitué par l'axe des Y pour la bobine 2. Et donc ici, je sais par principe de superposition, je vais changer de couleur, ça se verra mieux, parce que le bleu est trop proche du vert, je sais par principe de superposition que le champ magnétique B qui va régner au point O ici, ce sera B1 plus B2. Alors, qu'est-ce que je sais sur B1 et B2 ? B1 et B2 sont créés par des bobines. Si je reprends la formule d'une bobine infinie, alors que je peux mettre en remarque ici, B qui vaudra mu0 ni fois U, avec U le vecteur unitaire qui oriente l'axe de la bobine, et bien ici, au fait, ce que je vais constater, c'est que B1 va être proportionnel à I1, et donc ici le vecteur unitaire U ce sera le vecteur EX, et B2 sera proportionnel à I2. Avec K1 et K2 des constantes de proportionnalité. Si je veux un champ qui se contente de tourner, il va falloir que les deux composantes, ici, soient égales. Donc, si les deux composantes sont égales, ça veut dire que, je vais prendre le cas le plus simple, K1 égale K2, et les deux intensités sont égales. Les deux amplitudes des intensités sont égales. Donc ici, l'amplitude I01 vaudra l'amplitude I02. Disposer les deux courants pour que les bobines soient en quadrature de phase, ça veut dire que si je pose I1 qui vaudra I0 cosinus oméga t, je vais poser I2 qui vaudra I0 sinus oméga t. Alors, si j'ai supposé ici la quadrature de phase, eh bien, ce que je finis par obtenir, ce sera un champ B dont l'expression sera K fois I0 fois cosinus oméga t EX plus sinus oméga t EY, et ça va me donner un champ B de norme constante K fois I0. Donc là, vous voyez, finalement, grâce à la disposition des bobines avec des axes perpendiculaires et grâce au fait que j'ai des courants en quadrature de phase, je vais obtenir un champ B de norme constante dont la direction va être modulée va être finalement dirigée par le vecteur unitaire cos oméga t EX plus sin oméga t EY. Donc là, ça veut dire que je vais avoir un champ B qui va être un champ tournant à la vitesse angulaire oméga.
Alors, ce qui va être intéressant ici, c'est que grâce à deux bobines placées perpendiculairement l'une à l'autre et en quadrature de phase, je vais réussir à faire tourner un champ B à la vitesse angulaire oméga. Je sais qu'un moment magnétique, plongé dans un champ magnétique, va essayer de suivre ce champ. Donc imaginons ici que j'ai un moment magnétique. Eh bien, si le moment magnétique voit B tourner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de tourner aussi, pour s'aligner toujours sur le champ et retrouver sa position d'équilibre stable. Et donc là, si, imaginons, je sais pas, que M soit lié à une hélice ou à une roue. Eh bien, si j'arrive à alimenter électriquement les deux bobines ici et là, de telle sorte que le champ magnétique tourne, eh bien, le moment magnétique va essayer de suivre le champ magnétique. Et qu'est-ce que je viens de créer? Je viens de créer un moteur. Je viens de créer simplement un dispositif capable de mettre en mouvement une pièce métallique qui va tourner en même temps qu'un champ magnétique. Et donc on va se proposer maintenant d'étudier des moteurs basés sur ce principe physique-là. Donc simplement, un moment magnétique qui essaye de suivre un champ magnétique tournant, ce champ magnétique tournant ayant été généré par un jeu de bobines fixes. Alors là, je vous ai présenté le cas le plus simple avec deux bobines d'axes perpendiculaires l'un à l'autre. On peut envisager des configurations un petit peu plus compliquées qui donneraient un champ un petit peu plus stable. Évidemment, là, c'est juste un cas d'école que je vous présente. Alors, ici, on va avoir un moteur, notamment, qui va fonctionner sur le principe que je viens de décrire. C'est le moteur synchrone, dont on va se proposer d'étudier le comportement maintenant. Alors, on va schématiser un moteur synchrone de la manière la plus simple possible pour commencer l'étude. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a dit qu'un moteur allait fonctionner sur un principe de consommation d'énergie électrique pour alimenter des bobines, qui crée un champ magnétique. Si les bobines sont bien disposées et bien alimentées avec le bon déphasage, le champ magnétique tourne et entraîne dans sa rotation un moment magnétique. Donc je vais repérer le champ magnétique tournant par l'angle θB qu'il forme avec l'axe des X. Je me fixe une base orthonormée directe d'étude, ce sera plus simple. Je vais repérer le moment magnétique tournant M par l'angle θ M de T qu'il forme avec l'axe des X. Et donc je vais repérer par θ de T l'angle entre le moment magnétique et le champ magnétique. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais dire que, au niveau des conditions initiales, θB de 0 égale 0, et je vais créer un champ B tournant à la vitesse angulaire oméga 0. Pour le moment magnétique, je vais dire que θm de 0 vaut moins θ0, et je vais supposer pour l'instant que le moment magnétique tourne à la vitesse angulaire oméga. Oméga a priori différente de oméga 0. Donc là, j'ai créé un paramétrage du problème que je veux étudier. Alors maintenant, je peux exprimer la grandeur qui va m'intéresser, qui va être l'angle formé à tout instant entre le moment magnétique et le champ. Je peux dire que θ de T
eh bien ce sera θ associé au champ moins θ associé au moment magnétique. Et donc là, je sais que l'angle θ de t va vérifier, eh bien θb de t, j'ai dit un champ B tournant à oméga 0, avec θb de 0 qui vaut 0. Donc je vais avoir oméga 0t, moins θm de t, ici, oméga t, moins θ0. Donc finalement, je vais obtenir que l'angle θ de t va valoir oméga 0 moins oméga facteur de t plus θ0. Donc là, j'ai obtenu l'évolution temporelle de l'angle entre le moment magnétique M et le champ magnétique B. Alors, derrière, je vais tenter maintenant de calculer le couple de Laplace exercé sur le moment magnétique. Alors là, peut-être que je vais avant compléter un petit peu ceci pour bien expliciter que θb de t, c'est oméga 0 t, et que θ petit m de t, c'est oméga t moins θ0. Voilà, grâce aux conditions fixées ici. Alors, le couple de Laplace, donc qui va s'exercer sur le moment magnétique M, on va ici l'exprimer sous la forme M vectoriel B directement. Et on va se servir de ce calcul. Alors ici, M vectoriel B, eh bien on sait que ce sera M fois B fois sinus θ, sinus de l'angle entre les deux vecteurs, sur EZ. Donc la projection du couple de Laplace sur l'axe des Z, le seul axe qui va nous intéresser finalement, ce sera M fois B fois sinus θ. Alors, ce qui tombe bien, c'est qu'on vient à l'instant de trouver l'expression temporelle de θ. On sait que θ, c'est oméga 0 moins oméga fois t plus θ0. Donc ici, on a le couple de Laplace exprimé à tout instant par l'expression suivante. Alors, une fois ce couple exprimé, eh bien, on va se dire une chose. On va se dire que si on veut créer un moteur, il faut qu'en moyenne, le couple fasse toujours tourner M dans le même sens. Donc si on veut créer un moteur, il faut que la valeur moyenne du couple de Laplace sur l'axe des Z, projeté sur l'axe des Z, soit différente de 0. Alors, la valeur moyenne, on sait qu'elle vaut la valeur moyenne de MB, valeur de sinus oméga 0 moins oméga fois t, plus θ0. Alors comment est-ce qu'on définit la valeur moyenne? On l'a vu en début d'année, on va rappeler que ce qu'on appelle la valeur moyenne, c'est l'intégrale sur une période, ça suffit pour une fonction sinusoïdale, de cette fonction, fois 1 sur la période de cette fonction. Je vais l'appeler T', avec T', donc qui vaudra ici 2π sur oméga 0 moins oméga.
On la prend en valeur absolue en supposant que le signe ici puisse être négatif. Ok. Alors là, vous voyez le problème. Si je suis censé calculer la valeur moyenne de cette manière, eh bien je vois que j'ai très peu de chances de créer un moteur. En effet, ici, la valeur moyenne d'une fonction sinusoïdale, au cours du temps, est forcément une valeur moyenne nulle. On a toujours autant de valeurs positives que de valeurs négatives sur une période. Donc le seul moyen que l'on va avoir de créer une fonction de ce type à valeur moyenne non nulle, c'est de faire en sorte de se débarrasser de la dépendance temporelle ici. Donc le problème, vous voyez, vient de la dépendance temporelle. Et donc le seul moyen, c'est de rendre la fonction constante. Et donc si on veut rendre la fonction constante, eh bien il faut simplement que oméga et oméga 0 soient identiques. Donc ici on peut dire que le couple a une valeur moyenne non nulle si et seulement si oméga égale oméga 0. Et donc ça c'est quelque chose de très important. Ici, si on veut créer un moteur sur le principe physique décrit précédemment ici, eh bien il faut que la vitesse angulaire de rotation de B soit égale à celle de M. Et donc là on obtient bien un moteur qui va porter un nom logique, un moteur dit synchrone. Alors, ce qui est assez rigolo ici finalement, c'est de se dire que si on veut créer un moteur, il faut absolument synchroniser la vitesse de rotation du champ et la vitesse de rotation du moment. Donc ça veut dire que par exemple au démarrage, le temps que le système se lance, ça va être extrêmement compliqué à faire. C'est un moteur qui va très bien fonctionner en régime établi, c'est-à-dire une fois que finalement les deux vitesses de rotation se seront bien calées, et une fois que le système sera démarré depuis suffisamment longtemps. Eh bien, on retrouve en effet ce type de moteur, les moteurs synchrones, sur des dispositifs où on a le temps de les lancer, donc souvent des grosses machines industrielles, des TGV, etc. On ne va pas les retrouver sur les dispositifs très petits qui vont nécessiter de s'allumer et de s'éteindre rapidement, et qui vont nécessiter d'observer des variations brusques de vitesse angulaire. Donc là, les cahiers des charges de ces moteurs vont être des moteurs à forte puissance et qui vont fonctionner pendant assez longtemps en régime établi. Et donc à ce moment-là, bien, on voit que la valeur moyenne du couple, elle vaudra forcément M fois B fois sinus de θ0, l'angle de départ. En effet, à partir du moment où j'écris oméga égale oméga 0, la valeur moyenne de la fonction qui a t associe sinus de θ0, c'est forcément sinus de θ0, parce que la fonction devient constante. Donc là, j'ai la valeur moyenne en fonctionnement dit synchrone. Alors, maintenant, je vais aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Et je vais représenter le couple des actions de Laplace en fonction de θ0. Le couple moyen, on peut dire, des actions de Laplace en fonction de θ0. Alors, je sais ici que je vais avoir une fonction qui sera une fonction qui aura la même allure que la fonction sinus.
Ici, je vais me contenter de représenter cette fonction sur moins pi. Pi, ça suffira amplement. Hop, pi sur 2, moins pi sur 2. Et ici, les valeurs extrêmes, donc plus mb et moins mb. Alors, ici, je vais maintenant essayer de voir quelles sont les conditions sur l'angle initial, et donc sur l'angle qui va exister tout le temps entre M et B pour que le système fonctionne. Alors, ici, on va essayer de réfléchir déjà à une chose. Si la valeur moyenne est inférieure à 0, ça veut dire que le champ magnétique, qui lui continue à la même vitesse, ralentit le moment magnétique, donc finalement freine sa progression. Donc je sais déjà une chose, je sais déjà que le fonctionnement synchrone n'est possible que si θ0 est supérieur à 0. Dans le cas où la valeur moyenne du couple serait inférieure à 0, eh bien ici, je n'aurai pas un fonctionnement moteur. À ce moment-là, j'aurai ici du freinage. Ce n'est pas ce que je souhaite. Donc maintenant, je sais que la zone de comportement moteur est située ici. Alors, est-ce que toute cette zone fonctionne? Eh bien ça, on va le voir en faisant des tests sur deux valeurs qui vont donner le même couple. Donc ici, je vais prendre un couple à valeur remarquable gamma U, et je vais regarder ce qui se passe au niveau du fonctionnement. Si je choisis l'angle de fonctionnement θ1, et si je choisis l'angle de fonctionnement θ2. Alors θ1, je vais le mettre en... Tiens, marron. Hop. Et l'angle de fonctionnement θ2, allez, on va mettre du violet, ce sera pas mal. Alors, là, dans les deux cas, sur les angles θ1 et θ2, le couple moyen sera gamma U supérieur à 0. Donc j'ai bien un fonctionnement en moteur. Et je vais voir si ce fonctionnement en moteur est un fonctionnement stable ou instable. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir commenter la stabilité? Je vais regarder ce qui se passe si je choisis l'angle θ1, et je vais regarder ce qui se passe si je choisis l'angle θ2. Alors, si je choisis θ1, et si, admettons, le moment magnétique, donc le rotor, est freiné, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, θ1 va augmenter. θ va augmenter. Si θ augmente, le couple augmente. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je permets au moteur de rattraper son retard. Et même chose, si θ diminue, le couple diminue. Donc ici, je vais avoir un comportement stable du moteur. Si maintenant je choisis l'angle de fonctionnement θ2, eh bien là, je vais constater exactement le comportement inverse.
C'est-à-dire que si à un moment donné, pour une raison X ou Y, θ diminue un tout petit peu, eh bien, ça va me donner un couple qui augmente. Et donc, ça veut dire que si M est déjà en train de rattraper B, il va le rattraper encore plus. Et dans la même logique, si θ augmente, je veux un couple plus fort pour que l'angle se stabilise sur sa valeur de départ. Ici, j'ai exactement l'inverse. Donc là, je vais avoir une configuration clairement instable. Donc je sais maintenant que cette zone-là est associée à du freinage, donc n'est pas valide. Donc il faut, pour que le moteur fonctionne, que l'angle entre le champ et le moment soit positif. Et ensuite, il faut encore, pour que le fonctionnement moteur soit stable, que je me situe dans la zone où l'angle entre le champ et le moment est inférieur à π/2. Donc là, je vais avoir une zone stable, et ici, une zone instable. Alors là, je répète l'idée. Vous voyez que si θ augmente, c'est-à-dire si le moment magnétique prend du retard, le couple diminue. Donc si le moment magnétique prend du retard, le moteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser le moment prendre encore plus de retard. Donc si le moment a déjà du retard et qu'il en prend encore plus, au fait, on observe ce qu'on appelle un décrochage du moteur. Donc ici, le décrochage sera automatique s'il y a une toute petite source de perturbation. Donc là, on a déjà développé quelque chose qui va plus loin que le programme de cette année, le fonctionnement d'un moteur synchrone. Donc là, vous voyez, j'ai commenté deux comportements spécifiques, un fonctionnement moteur possible si θ0 supérieur à 0, et une stabilité possible uniquement si θ0 appartient à 0 π/2. Alors on pourrait garder la valeur π/2, mais c'est une valeur un peu trop critique, donc souvent on va agencer l'intervalle de cette manière. Bon, ceci clôture le premier chapitre d'induction. Donc vous voyez l'idée ici, on a vu que sur des circuits fermés, un champ magnétique avait pour action de créer des mouvements de rotation, c'est-à-dire créer l'apparition de couples. Donc le centre d'inertie ne bouge pas, le circuit tourne. Et on a vu que ces rotations de moments magnétiques pouvaient être exploitées pour créer des systèmes moteurs. Donc là, on crée un système moteur en créant un système dont la valeur moyenne du couple au cours du temps est positive, enfin, ou en tout cas est de même signe, on va dire. Ici, on va choisir une valeur positive si on choisit une vitesse angulaire de rotation de B positive. Donc on ne veut pas ici créer un frein. Et ensuite, on a vu qu'on pouvait commenter la stabilité à partir de l'expression de la valeur moyenne obtenue pour un angle de départ donné. Sur ce, il me reste à vous dire de poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à attendre une deuxième ou troisième lecture pour bien comprendre le fonctionnement du moteur synchrone. C'est déjà une question très technique. Donc si en première lecture vous avez des difficultés, c'est normal. Voilà, il faut juste prendre le temps de refaire les calculs et de bien réfléchir aux signes de toutes les expressions. Ensuite, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et je vous annonce la suite
donc le chapitre 2 et dernier chapitre de l'année sur l'induction au prochain épisode, donc la semaine prochaine.